Alors, vous me direz que l'adolescence a toujours existé. Oui, mais l'adolescence d'autrefois était beaucoup plus encadrée. L'adolescence était encadrée par des rites de passage. Alors, les rites de passage, qu'est-ce que vous aviez? Vous avez la première communion. Ça, c'était un rite de passage évident pour rentrer dans l'adolescence, et le mariage était le rite de passage pour en sortir. Bon, aujourd'hui, la première communion et le mariage sont devenus des réalités un peu plus floues. Alors, très souvent, les gens se marient après 10 ans de vie commune, une fois qu'ils ont des enfants, donc ça n'a plus du tout le même sens. Quant à la première communion, bah, il y a de moins en moins de monde qui la passe. Donc, il y a eu des rites de passage très forts. Ah, j'oubliais un autre rite de passage, le service militaire pour les garçons. Bon. Et puis, l'adolescence existait à travers le fait qu'elle avait, qu'elle suivait un certain nombre de rites, un certain nombre de rituels liés au divertissement, liés à la contestation, ce qu'on appelait les bachelleries, les groupes d'adolescents qui existaient dans les villages et qui étaient là pour organiser des fêtes, ou du moins pour animer les fêtes. Alors animer les fêtes, je ne dis pas qu'il s'agit de faire les DJ, hein, c'est pas dans ce sens-là. Animer les fêtes, ça veut dire faire vivre un certain nombre de rituels et de ce qu'on appelle des charivaris, par exemple, c'est-à-dire chahuter des gens quand, alors c'est bien connu, quand un veuf se remarie, par exemple, quand un veuf se remarie, eh bien, très souvent on le chahute, parce que on sait que il enlève une femme au marché matrimonial, une femme qui pourrait intéresser les adolescents. Donc, on chahute le mariage, et qui c'est qui fait ça? Ce sont les jeunes, parce que c'est quelque chose qui n'est pas... Ce charivari, c'est quelque chose qui n'est pas bien... qui n'est pas officiellement accepté. Donc les adultes ne le font pas. Donc c'est le rôle des jeunes. En fait, les adolescents, dans la société traditionnelle, font un peu tout ce qui défoule, font un peu tout ce qui est aux marges de la société et que les adultes ne peuvent pas assumer de faire eux-mêmes. Ils jouent un peu le rôle de soupape de sécurité dans les sociétés traditionnelles. Donc ils jouent un rôle important dans les divertissements, dans la contestation, et tout ça c'est parfaitement admis par la société. Pourquoi? Parce que les parents l'ont fait eux-mêmes quand ils étaient adolescents. Donc il y a un certain nombre de rituels qui faisaient que l'adolescence était quelque chose de partagé et d'accepter avec des particularités propres à l'adolescence, mais que tout le monde comprenait, les parents comprenaient leurs enfants, parce qu'eux-mêmes étaient passés par là. Et puis de toute façon, les adolescents n'allaient pas à l'école. L'école n'avait pas à gérer ça. Les seuls adolescents qui allaient à l'école, c'était ceux qui allaient au lycée, et encore qui restaient au lycée jusqu'au bac, et puis des étudiants qui, eux, vivaient une socialisation très particulière, effectivement une prolongation de l'adolescence dans un milieu particulier, celui des étudiants. La nouveauté aujourd'hui, c'est que les adolescents vont à l'école, et ils y vont tous. Et c'est d'autant plus problématique que les limites de l'adolescence sont beaucoup plus floues. Aujourd'hui, c'est plus à 14 ans qu'on devient adolescent. Voilà. Quand on rentre en 6e, c'est clair, on se considère comme un adolescent. Et voire même, avant, dans les classes de CM2 et les classes de CM1, on voit de plus en plus de jeunes qui veulent se sentir adolescents. Et la culture de la société encourage cela avec le marketing autour de la sexualisation des petites filles, par exemple. On a ici une baisse de l'âge d'entrée dans l'adolescence, qui d'ailleurs est confirmée par des évolutions physiologiques, pour plein de raisons, notamment psychologiques et sociologiques. Les filles ont aujourd'hui leurs règles plus tôt qu'il y a 50 ans. Donc, l'adolescence commence plus tôt et elle finit plus tard. Alors, il y a un sociologue, un psychanalyste, pardon, Tony Anatrella, qui a sorti un livre il y a une vingtaine d'années, qui s'intitulait « Interminables adolescences ». Et le sous-titre du livre, c'était « Les 12-30 ans ». Pour lui, on est adolescent de 12 à 30 ans. Effectivement, à peu près l'entrée en 6e, le début du collège, 6e, 5e, puis jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin des études, et même jusqu'à vraiment la stabilisation professionnelle et familiale, qui se fait souvent entre 25 et 35 ans. Et pendant tout ce temps-là, on est adolescent. Ça veut dire qu'on vit une vie qui n'est pas la même que celle des adultes, et
on s'épanouit et on s'accomplit d'une autre façon. Parce que l'autre problème de l'adolescence, c'est que les adolescents se construisent leur propre culture. La culture des adolescents aujourd'hui, ce n'est pas celle de leurs parents. Et même leurs parents ne sont pas passés par là, ils n'ont pas connu ça. Les adolescents ont une culture qui n'est pas celle de leurs parents et qui n'est pas celle de leurs maîtres. Donc il y a une accélération du changement qui fait qu'aujourd'hui, entre deux frères, par exemple, qui ont 4 ans d'écart, vous avez plus de différence qu'il y a 100 ans entre un père et son fils. Donc, entre un adolescent et ses parents, ou entre un adolescent et ses professeurs, vous pensez bien que la différence est encore plus forte. Autre problème, ces adolescents qui ont une culture, qui ont développé une culture qui leur est propre et à laquelle les adultes ne comprennent rien, ces adolescents, ils sont devenus un modèle pour la société. Ils sont différents, mais ils assument et ils le revendiquent et ils en sont fiers parce que la société les admire. Le marketing et le commerce encouragent cette particularité. Le marketing a investi ce nouveau segment de clientèle qui est l'adolescence, avec des modes vestimentaires qui sont initiés par les adolescents et que tout le monde veut imiter le plus tard possible. On veut absolument être adolescent le plus tard possible, y compris à 50 ans. C'est la mode des vieux beaux ou des cougars, mais c'est aussi la volonté de rester jeune. Alors ça vous paraîtra normal, évident, oui, on veut avoir l'air jeune, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au XIXe siècle, le modèle n'était pas l'adolescent, le modèle c'était le bourgeois. Et donc, on avait une tenue vestimentaire qui mettait en valeur, pour les hommes, qui mettait en valeur le ventre. Avoir un gros ventre, c'était signe de bourgeoisie, c'était signe d'honorabilité, et donc les jeunes étaient contents quand ils voyaient leur ventre pousser en se disant que bientôt ils ressembleraient à des bourgeois. Et on n'avait pas peur de porter un chapeau tout le temps, même si ça favorise la calvitie, parce que quand on est chauve, eh bien, on a l'air plus âgé et donc plus respectable. Le bourgeois était le modèle au XIXe siècle, aujourd'hui le modèle est l'adolescent. Voilà, dans notre société du fitness, du ventre plat, du lifting, il faut ressembler à un adolescent. Et bien tout ça, ça a des conséquences sur l'école. Les adolescents, ils arrivent à l'école avec leur propre culture, qui est une culture qui est déjà construite. Quand on a 14 ans aujourd'hui, on a déjà une culture, on a déjà une identité personnelle. Et beaucoup plus qu'autrefois, pour les raisons que je viens d'expliquer, et d'autant plus que la société cautionne et encourage ce particularisme adolescent. Donc les adolescents arrivent à l'école avec leur propre culture, une culture qui est déjà construite, et l'école, eh bien, elle doit construire là-dessus. Donc l'école, elle n'enseigne plus ce qu'on appelle un programme premier, un peu comme si elle bâtissait sur un terrain vierge. L'école, elle enseigne un programme second, c'est-à-dire qu'elle apprend aux adolescents à gérer ce qu'ils savent déjà. Eh bien, c'est beaucoup plus difficile. L'école, elle doit construire sur du déjà là. Et ce qui est déjà là chez un adolescent, ça ne sera pas ce qui est déjà là chez un autre. Ça veut dire qu'il y a une question qui devient primordiale à l'école, c'est la question du sens. Le sens, c'est en fait répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on étudie ça ?» Pourquoi est-ce qu'on étudie ça à l'école? Parce qu'au fond, l'adolescent peut dire « mais moi j'ai mon propre projet et ce n'est pas le projet de l'école, donc pourquoi est-ce que j'étudierais ce qu'on étudie à l'école ?» La motivation, au fond, elle est de plus en plus difficile à susciter, chez les adolescents a fortiori, mais y compris chez les jeunes enfants, parce qu'au fond, les motivations traditionnelles, elles n'opèrent plus. Alors, quelles sont les motivations traditionnelles? Par exemple, on va en faire une petite liste. Par exemple, la socialisation par l'accomplissement de rituels. Qu'est-ce que j'appelle la socialisation par l'accomplissement de rituels? Le fait d'avoir fait sa communion, le fait d'avoir passé son bac, le fait d'avoir fait son service militaire. Ça, ce sont des rituels et qui permettent la socialisation. Dans les sociétés traditionnelles, on a des rituels d'initiation qui jouent le même rôle pour passer
de l'adolescence à l'âge adulte, enfin de l'enfance à l'âge adulte en fait, il n'y a pas d'adolescence justement. Pour passer de l'enfance à l'âge adulte, dans les sociétés traditionnelles, lisez Lévi-Strauss, Triste Tropique, on vous raconte tous ces rituels d'initiation. Eh bien, cette initiation qui permet la socialisation en accomplissant des rituels, ça ne nous perd plus vraiment. On n'a plus vraiment envie, comme ça, de faire sa communion, de passer le bac, de faire son service militaire. Enfin, voilà, quel intérêt? Donc, on a essayé de restaurer ce genre de choses avec des cérémonies, par exemple, de remise de diplôme du brevet. Ah, voilà, on organise pour le brevet, remettre le diplôme du brevet, on organise une petite cérémonie. Bon, on essaie de solenniser les choses pour recréer des rituels. Enfin, ça ne suffit pas à susciter la motivation d'adolescents qui eux-mêmes ont d'autres repères et se perçoivent beaucoup plus comme des individus que comme des membres de la société. Autre exemple de motivation, la participation à la grandeur nationale, la participation au projet républicain. Les enfants de la Troisième République étaient des citoyens qui allaient reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Voilà. Ça, dans un pays qui se modernise, dans un pays qui devient une grande puissance, ça, c'est une motivation qui marche. Ça marche très bien d'ailleurs dans des pays comme la Corée du Sud. En Corée du Sud, la participation à la grandeur nationale, au projet national, ça, c'est quelque chose qui compte. La Corée est un pays qui retrouve une fierté après avoir été humiliée pendant des années, dominée par le Japon, colonisée par le Japon, ensuite soumise à la guerre entre les Américains, les Soviétiques pendant la guerre froide. Eh bien, la Corée, qui était l'un des pays les plus pauvres du monde dans les années 50, qui sortait d'une guerre atroce en 1953, la Corée du Sud est redevenue une puissance. C'est la 10e économie du monde. Et ce pays qui accueille les Jeux Olympiques en 88 à Séoul, ce pays qui aujourd'hui a des écoles parmi les meilleures du monde, eh bien les jeunes en sont fiers. Et ils en sont conscients. Ils sont conscients de l'intérêt qu'il y a à participer à ce projet grandiose. Et ça peut contribuer à les motiver. En France, on a plus de mal à renouveler cette motivation qui a pu exister il y a une centaine d'années. Alors, autre motivation, on va chercher autre chose. Motivation classique, l'insertion professionnelle. La formule classique, c'est « travaille à l'école et tu réussiras ». Ou alors plutôt « travaille à l'école, sinon tu seras chômeur ». Bon, c'est pas très enthousiasmant. Surtout quand on voit au pied de l'immeuble des jeunes qui ont bac+5 et qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas.